Bonjour, je vais faire 3 précisions. D'abord, je travaille à l'INSEE, je suis expert méthodologue à l'INSEE, mais je n'interviens pas, je ne suis pas du tout mandaté par l'INSEE, je ne vais pas donner la position de l'INSEE. Deuxièmement, mon intervention concerne un point technique. À côté, il n'est pas de la même nature que, par exemple, l'intervention précédente. Moi, je ne suis pas du tout légitime à parler de la politique familiale sur le fond. Je vais simplement pointer, analyser un outil qui est souvent mobilisé dans l'analyse statistique, à savoir les échelles d'équivalence. Troisième point, c'est un sujet très technique, donc j'ai beaucoup simplifié, parce qu'il n'y a pas de lieu de faire un cours sur les échelles d'équivalence, mais évidemment, ça simplifie et ça fausse un peu c'est trop simplifié ce genre de sujet-là, en général, amène à dire des choses un peu inexactes. Mais l'essentiel sera dans les messages qui sont, eux, très simples, que je voudrais donner. Donc, alors, les échelles d'équivalence, c'est juste le problème consistant à essayer de passer dans une même unité des ménages de tailles différentes et de savoir comment comparer, par exemple, un couple qui gagnerait 3 000 € par mois et un célibataire gagnant 2 000 €. Les statisticiens font ça tout le temps quand ils analysent les distributions de revenus, parce qu'ils ne vont pas avoir des distributions de revenus pour chaque type de ménage. Alors, une solution évidemment très simple consiste à raisonner par tête, hein. On fait souvent ça dans certaines circonstances, mais évidemment, c'est un peu simple et un peu trop simple parce qu'on néglige ce qu'on appelle les économies d'échelle dans la consommation. Évidemment, un couple n'a pas besoin de 2 machines à laver, il n'a pas besoin complètement d'autant de calories, enfin en termes de chauffage, par exemple. Donc, il y a ce type d'économie d'échelle dont on essaye dont on voudrait tenir compte. Alors, donc là, techniquement, on prend la dépense d'un célibataire et puis on dit, voilà, un célibataire, sa dépense, sa consommation, ça va être une unité de consommation. Et alors, le couple, c'est combien d'unités de consommation? Si c'est 2, on raisonne comme quand on raisonne par tête. Et sinon, si c'est moins, ça veut dire que le deuxième adulte va coûter un peu moins cher que le premier pour atteindre un niveau de consommation identique. Donc, c'était à droite. Alors, les échelles de consommation, les unités de consommation, les échelles d'équivalence, ça existe. C'est utilisé par l'INSEE dans ses analyses de la distribution des revenus, des niveaux de vie pour définir le niveau de vie. C'est utilisé aussi par Eurostat. Et l'échelle qu'on appelle classiquement OCDE modifiée, bien que ça n'ait pas beaucoup de sens, considère que le premier adulte, c'est dans un ménage, le premier adulte vaut pour 1, une UC, le deuxième vaut pour un demi, et tous les gens de plus de 14 ans valent pour un demi, une demi-UC, puis en dessous de 14 ans, on vaut pour 0,3 UC, enfin, si on a moins de 14 ans. D'autres échelles d'équivalence existent, par exemple l'OCDE, la Banque mondiale, utilise plutôt tout simplement la racine carrée du nombre de personnes dans le ménage. Bon, alors donc un petit exemple, je passerai rapidement dessus pour montrer que en pratique, l'OCDE pour un même ménage va pas exactement calculer le même nombre d'UC que l'INSEE par exemple ou qu'Eurostat. Enfin, donc ça c'est un fait. Et ces échelles d'équivalence se retrouvent aussi dans bien d'autres situations, et en particulier dans les barèmes administratifs. Le quotient familial, c'est une échelle d'équivalence. Dans le RSA, il y a des échelles d'équivalence, etc. Bref, on vient justement de regarder ces aspects. Et la question, c'est comment déterminer l'échelle d'équivalence. Et c'est là le point de mon intervention, c'est de permettre de comprendre exactement ce qu'on peut faire et ce qu'on peut attendre, en particulier de l'analyse empirique, de l'analyse statistique proprement dite. Parce que dans la détermination de l'échelle d'équivalence, il y a 2 méthodes, en gros, essentiellement. Il y a une méthode normative et des méthodes empiriques. Les méthodes normatives sont les échelles administratives ou les analyses par cas type, comme par exemple celle que produit régulièrement l'UNAF. Et les méthodes empiriques, ce sont les méthodes que les statisticiens élaborent à partir des données de consommation ou de revenus qu'ils vont collecter. Alors,
Regardons plus précisément les méthodes normatives. Ça veut dire que si vous voulez savoir quel est le coût de l'enfant, vous pouvez décider de définir le panier de biens qui vous semble absolument nécessaire pour que l'enfant ait un développement harmonieux, etc. Donc ça, c'est n'importe qui peut le faire sur la base de sa vision des choses. Donc c'est fait dans un certain nombre d'organisations, d'organismes. Et l'avantage, évidemment, c'est que potentiellement, parce que en réalité, c'est jamais forcément toujours très clair ce qui est fait, mais enfin, on peut avoir un contrôle, lisibilité sur ce qui est fait, puisqu'on dit voilà, je pense qu'un enfant doit avoir tant de vêtements, tant de types de loisirs, etc. Puis on compte. Évidemment, la limite, c'est l'arbitraire, parce que si on faisait une petite enquête et on demandait aux gens chacun d'entre vous de construire le panier qui est nécessaire à un enfant, probablement personne, on n'arriverait certainement jamais à 2 fois au même. Donc, et ça se vérifie souvent dans ce qu'on voit dans chaque rentrée scolaire, chaque organisation, association présente son estimation du coût de la rentrée scolaire. Évidemment, c'est jamais le même. Donc, voilà le problème des méthodes normatives. Alors, on a essayé depuis longtemps de trouver dans les méthodes empiriques, dans les données, finalement, quelque chose qui trancherait entre quelle serait la bonne échelle d'équivalence, de la même façon que quand on fait un indice des prix, on va chercher dans la consommation effective pour pondérer les consommations observées, pour pondérer les différents indices élémentaires. Et les méthodes empiriques sont fondées sur la démarche suivante. On détermine, la question c'est, on veut donner le même bien-être à un couple sans enfant et à un couple avec enfant. Et si un couple a un enfant, quel niveau de revenu faut-il lui donner pour le compenser, pour lui assurer le même niveau de bien-être? Et donc l'approche de l'économètre, ça consiste, en étant extrêmement simple, parce que c'est un sujet en réalité infiniment technique, c'est de déterminer un indicateur de bien-être, et puis ensuite on estime une relation entre le bien-être et le revenu, et puis après on pose un bien-être, un niveau de bien-être, et puis on regarde combien il faut donner à un couple sans enfant, donc 0 enfant, R0, pour l'amener au même bien-être et combien il faut donner à un couple avec un enfant, R1, pour atteindre le même niveau. Le coût de l'enfant, c'est la différence entre les deux niveaux. Un petit graphique. En abscisse, vous avez le revenu, en ordonnée, le bien-être, qui est mesuré par un certain indicateur. Alors la courbe bleue, ce sont les ménages qui n'ont pas d'enfants, et leur bien-être croît avec le revenu, et la courbe rouge, c'est les ménages qui ont un enfant. Et là aussi, leur bien-être croît avec le revenu. Et lorsque vous voulez définir, vous définissez un niveau de bien-être, et c'est une ligne horizontale, elle va couper les deux courbes, la de droite rouge et bleu, en 2 points, et la différence entre ces 2 points, ce sera le coût de l'enfant. Donc voilà graphiquement ce que j'ai expliqué avant. Et la question, c'est évidemment, l'ingrédient, c'est quel est l'indicateur que vous allez choisir. Donc, un indicateur classique, c'était l'indicateur d'Engel, statisticien allemand du siècle du 19e siècle, qui disait le bon indicateur de finalement l'aisance d'un ménage, c'est la part des dépenses alimentaires dans son budget, avec l'idée que les gens pauvres, il faut bien qu'ils mangent quand même un minimum, et ça va coûter beaucoup pour eux, donc il va avoir un indicateur élevé, il va avoir une part des dépenses importantes, des dépenses alimentaires dans leur budget, alors que les riches, ils ont beaucoup plus après cette dépense contrainte, si on veut, il leur reste beaucoup plus. Donc la part du budget alimentaire dans le budget sera relativement faible. Et donc, avec cet indicateur, on fait on va aller prendre une enquête de budget, on va regarder des tas de ménages qui n'ont pas d'enfants, c'est les points bleus, et puis en gros, si on voit bien que on les aligne et qu'avec le revenu, l'indicateur de bien-être de la part alimentaire baisse, et donc on a une droite rouge au milieu du nuage bleu. Et de la même chose
pour le nuage jaune, qui est l'ensemble des ménages avec un enfant. Et donc, on retrouve finalement le petit dessin, mais simplement inversé parce que l'indicateur de tout à l'heure, il était croissant. Là, il est inversé, il est décroissant. Donc, cette méthode-là, elle devrait marcher très bien et elle donnerait, alors là, sans hésiter, la bonne échelle d'équivalence. Évidemment, si vous êtes d'accord pour prendre l'hypothèse d'Engel et comme niveau de bien-être, la part budgétaire, ce qui est très contestable, et l'a été. Il y a deux types de limites dans cette approche-là, quel que soit l'indicateur de bien-être que vous prenez. C'est d'abord que, évidemment, vous avez plein d'autres types d'indicateurs. On a utilisé historiquement des indicateurs comme par exemple la part, le montant des dépenses vestimentaires d'adultes, avec l'idée que quand l'enfant vient, les parents vont se vêtir un peu moins bien parce qu'il va falloir dépenser un peu d'argent pour l'enfant, donc ils perdent un peu en bien-être, ou même le tabac ou l'alcool a été à une époque, mais on avait révolu, ont été utilisés. Et le problème, c'est que de toute façon, il y a multiplicité d'indicateurs qui ne donnent pas le même résultat. Et puis, on sait depuis maintenant une trentaine d'années, des résultats économétriques extrêmement intéressants qui ont été établis, que de toute façon, vous pouvez prendre n'importe quelle échelle d'équivalence, celle que vous voulez, vous pouvez prendre n'importe quelle donnée empirique, quelle qu'elle soit, que vous avez collectée, et vous pourrez toujours rationaliser et vous pourrez toujours dire que on ne peut pas exclure une échelle d'équivalence à partir des données que vous avez collectées. Donc, de certaine façon, théoriquement, on ne peut pas trancher sur la seule base des données objectives observées, des comportements de consommation. Il faut autre chose. Il faut une hypothèse identifiante, celle que vous voulez, mais qui évidemment sort du domaine purement empirique du constat. Et le deuxième point qui est important, parce que vous pourriez répondre, faisons l'hypothèse qu'il faut, mettons-nous d'accord, et puis regardons dans les données quelle va être l'échelle d'équivalence. On peut le faire, mais dans certaines limites empiriques importantes. Parce que si on regarde ce qui a été fait dans ce tableau, je n'ai pas le temps de le détailler beaucoup, mais il y a beaucoup de modèles d'hypothèses identifiantes qui ont été prises par plusieurs auteurs différents dans plusieurs enquêtes, toutes les mêmes éditions de l'enquête budget de famille, l'enquête de consommation réalisée par l'INSEE depuis des décennies, et on a fait des travaux pour calculer le coût de l'enfant en pourcentage de ce qui représentait en pourcentage de la consommation, de la dépense de ses parents. Et on voit bien que on passe de 24%, on va jusqu'à 95% alors des auteurs, vous verrez que des mêmes auteurs vont à quelques années d'intervalle trouver des valeurs très différentes. Les mêmes auteurs, dès qu'ils changent d'indicateur, ils vont trouver des coûts dans l'enfant qui vont du simple au double. Et on peut se dire, mais comme on ne va pas remettre en cause les auteurs et les études qui ont été faites, d'ailleurs il y en a quelques-unes qui sont les miennes en JA dedans, donc elles sont toutes très sérieuses et très professionnelles, c'est qu'il y a autre chose. Il y a une instabilité fondamentale à partir des données empiriques. Et cette instabilité, effectivement, elle tient à la qualité des données qu'on arrive à collecter sur la consommation. Voilà, je vous rappelle le dessin qui avait été fait. En bleu, les niveaux de consommation, enfin les niveaux de part alimentaire et en ordonnée et en abscisse le revenu pour chaque ménage. Donc chaque point bleu est un ménage et ça fait un nuage bien aligné avec une droite de régression qui est quand même bien droite. Et la même chose, séparer les individus en jaune. Et donc on arrive à séparer ces deux droites et à calculer un coût de l'enfant. Mais quand on fait ça dans une vraie enquête, une enquête budget de famille, voilà ce qu'on trouve. Donc on trouve une situation où on n'a plus du tout les beaux nuages bien alignés et où on peut toujours tracer des droites de régression, mais en réalité on voit bien qu'il y a une telle variance, une telle dispersion qu'on n'arrivera pas à avoir des résultats réellement fiables et significatifs, et que le moindre changement de méthodologie va évidemment avoir des conséquences importantes. Il y a une stabilité des résultats
finaux. Donc ça, c'est une limite empirique. Les enquêtes de consommation ne sont pas des enquêtes mal faites. Je le dis parce que à l'INSEE, c'est moi qui ai fait les 3 dernières. Donc je peux vous assurer qu'on prend toutes les mesures pour faire au mieux, mais c'est extrêmement difficile de mesurer la consommation en France comme à l'étranger. C'est partout pareil. Mes collègues européens ou même américains ont beaucoup de mal aussi à mesurer la consommation. On peut mesurer, il y a des panels commerciaux qui vont mesurer la consommation yaourt de manière très précise, mais si vous voulez mesurer pour un ménage donné toute sa consommation pour savoir combien il a consommé et de quoi toute l'année, c'est extrêmement compliqué. Et on n'arrive pas à avoir une qualité de données suffisante. Suffisante pourquoi? Eh bien, suffisante pour, par exemple, répondre aux questions très légitimes qu'on va poser aux statisticiens en lui disant, voilà, j'ai une échelle d'équivalence, votre échelle d'équivalence INSEE, 1 pour le premier adulte, 0,5 pour le deuxième, 0,3 pour l'enfant. Admettons, vous l'avez prise avec, mettons, une hypothèse identifiante qui est celle de l'indicateur d'Engel, très bien, va pour cela. Donnez-moi le coût de l'enfant chez les familles au RSA, donnez-moi le coût de l'enfant chez les gens qui gagnent, par exemple, 12 000 euros par mois brut. Ou bien, donnez-moi le coût de l'enfant pour les familles couples de parents et pour les familles monoparentales. Et là, vous voyez bien qu'on ne peut pas. On peut pas parce qu'il y a une telle dispersion, tel halo, qu'on n'arrive pas à écarter, séparer les groupes, les catégories, de façon à pouvoir produire des estimateurs précis, fiables, qui disent, bon, il a dans cette échelle d'équivalence, les enfants dans les familles monoparentales devraient être comptés 10% de plus ou 15% de plus, etc. Alors, on peut le faire, tout ça, on peut très bien le faire, mais pas à partir des données empiriques. Et donc, ça renvoie à une autre type de... il faut réinjecter du normatif dans le résultat pour trancher. Donc là, c'est la même chose avec les données. Et donc, je crois que j'ai le temps de mots, 1 minute. Encore, il y a des développements relativement récents, peut-être d'une quinzaine d'années, qui essayent de voir, en décortiquant ce qui se passe dans le ménage, dans l'allocation intraménage des biens, si ça peut aider à résoudre la question des échelles d'équivalence. Ça peut dans certains cas, mais pas dans le cas du coût de l'enfant, par exemple. Pas tout le temps, et dans le cas du coût de l'enfant, ça ne marche pas, pour des raisons que je n'ai pas le temps de détailler. De sorte que, et on ne peut pas effectivement estimer les échelles à un niveau fin. Donc, en conclusion, les échelles d'équivalence, on ne peut pas s'en passer. En tout cas, en tant que statisticien, c'est absolument indispensable. Celles qui existent, bon, on le mérite d'exister. En même temps, il faut avoir conscience qu'elles ont une dimension conventionnelle, même si elles peuvent être fondées plus ou moins à partir d'une hypothèse identifiante. Bien entendu, ça, il faut toujours la faire, être fondée sur des données empiriques. On ne peut pas, l'économètre tout seul, avec rien que ces données, ne peut pas, et ces modèles ne peut pas trancher entre les échelles d'équivalence, c'est pas possible. Il faut autre chose, il faut un choix normatif à un moment donné, et quand ce choix normatif est fait, eh bien, reste la question de la qualité des données de consommation qu'on peut collecter et qui, pour l'instant, n'est pas suffisante pour répondre à un certain nombre de questions plus précises, plus fines sur l'évolution des échelles en fonction, et des coûts, par exemple, de l'enfant, en fonction de telle ou telle caractéristique de la famille. Merci beaucoup, Jérôme Accardo, de cette brillante démonstration.